les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, bonjour, re-bienvenue, deuxième conférence de presse sur le thème de la politique européenne. Aux côtés de messieurs les conseillers fédéraux, j'ai aussi le plaisir d'accueillir sur ce podium monsieur Henri Getta, monsieur l'ambassadeur Henri Getta, chef du bureau de l'intégration, qui sera également à vos dispositions pour répondre aux questions suite aux présentations qui vous seront faites. Monsieur le conseiller fédéral Schneiderhamann s'exprimera en premier, ensuite monsieur le conseiller fédéral Burkhalter, et ensuite nous prendrons vos questions. Je passe immédiatement la parole à monsieur le conseiller fédéral Schneiderhamann. Danke, Herr Simonazzi, Herr Kollege Burkhalter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Getta hat bis Ende Jahr 2 Chefs, deshalb sitzen 2 Bundesräte hier. Ich darf ganz kurz einführen. Wir haben eben über die Wachstumspolitik 2012-2015 gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Wachstum kreiert werden soll über Marktzugänge. Der wesentlichste Markt, der für unsere Volkswirtschaft wichtig ist, ist der europäische, derjenige der Europäischen Union. Ich erinnere daran, dass 60% unserer Exporte in die Europäische Union gehen, dass 80% der Importe aus der Europäischen Union in unser Land kommen. Wir kennen ein Tageshandelsvolumen mit der Europäischen Union in der Größenordnung von 1 Milliarde Schweizer Franken. Mit anderen Worten, jeder dritte Schweizer Franken wird mit der Europäischen Union verdient und indirekt gesagt heißt das auch, dass jeder dritte Arbeitsplatz in diesem Land vom Wirtschaftsverhältnis mit der Europäischen Union bestimmt ist. Also nebenbei bemerkt, die Europäische Union kennt mit der Schweiz einen Handelsbilanzüberschuss. Wir sind also ein attraktiver Partner mit Sicherheit und wir wollen unsere Wirtschaftsbeziehungen nachhaltig sichern. Nachhaltig sichern heißt, die Marktzugänge auf der Meistbegünstigungsbasis weiterentwickeln. Rechtssicherheit ist für die Unternehmungen, die täglich über die Grenzen zur Europäischen Union im Handelsverhältnis stehen, absolut zentral. Es sind Sektoraldossiers auf dem Tisch, es sind Marktzugangsdossiers auf dem Tisch. Einige dieser Dossiers sind in den letzten Monaten, um nicht zu sagen 1, 2 Jahren, nicht so richtig weitergekommen, weil immer wieder die Frage der institutionellen Verhältnisse mit der Europäischen Union dazwischen gestanden hat. Der Bundesrat hat heute einmal mehr über die Politik im Verhältnis zur Europäischen Union gesprochen. Wir haben einmal mehr über die institutionellen Fragen uns verständigt und Kollege Burkhalter stellt Ihnen jetzt den momentanen Stand und die Diskussionsgrundlage für die aufkommenden Gespräche mit der Europäischen Union und Kommission vor. Ich darf ihm das Wort übergeben. Merci. Alors l'audition, elle est terminée depuis quelques jours. Donc cette audition relativement aux questions institutionnelles et à la proposition du Conseil fédéral pour les relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne, essentiellement le marché unique, que je précise. Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de cette audition. Il a décidé de confirmer le projet à quelques retouches près, et puis il a décidé aussi de le transmettre, sans attendre maintenant, à l'Union européenne, d'entrer en discussion avec l'Union européenne sur ce thème. On quitte la phase strictement suisse pour aller dans la phase des discussions entre la Suisse et l'Union européenne sur cette question institutionnelle. Le but aujourd'hui, c'était de vous informer. Alors, on pouvait soit vous lire toutes les prises de position, mais on a préféré les mettre en ligne. Vous les avez en principe, vous devriez les avoir déjà maintenant en ligne. Plus sérieusement, c'est assez peu normal qu'on mette toutes les réponses à une audition sur un mandat de négociation en ligne. Normalement, il n'y a pas d'information qui est faite, il n'y a même pas une conférence de presse comme maintenant. Mais on a remarqué plusieurs choses. Tout d'abord qu'il y avait régulièrement des demandes, qu'il y avait aussi régulièrement des articles et des éléments sur cette question. En plus, on a nous-mêmes informé dès le départ. Et puis, en plus encore, un certain nombre de participants à l'audition ont communiqué partiellement ou totalement leur prise de position. Donc, nous les avons tous contactés. Ils sont tous d'accord pour qu'au fond, tout soit à disposition. Vous pouvez vous faire votre avis sur les réponses en les lisant. Elles sont donc toutes à disposition, que ce soit celles des autorités, enfin des commissions parlementaires ou des cantons, ou que ce soit celles des partenaires sociaux, puisque nous avons également consulté les partenaires sociaux
dans une discussion, mais aussi dans une possibilité de prendre position par écrit, ce qu'ils ont fait. Nous estimons donc qu'il était judicieux et justifié de tout mettre à disposition. Nous vous laissons découvrir ces positions que vous connaissez déjà certainement pour une part, mais au moins maintenant tout le monde les a. En quelques mots, j'aimerais ici, au nom du Conseil fédéral, rappeler le cadre dans lequel s'inscrivent ces décisions. L'objectif qui a été fixé dans le cadre de la stratégie de politique extérieure du Conseil fédéral pour ces prochaines années, l'objectif, c'est clairement la rénovation de la voie bilatérale et avec une méthode proactive. Dans l'audition, il a été intéressant de constater que quasiment tout le monde, à part une exception, a estimé que c'était juste de bouger, de faire un mouvement, de rénover la voie bilatérale et de le faire nous-mêmes, de faire de manière proactive. Dans ce premier semestre 2012, 4 propositions concrètes ont été faites. La première, c'est le dialogue entre cantons et confédérations, donc ce dialogue institutionnalisé sur les questions européennes. Il existe, il fonctionne. Son règlement a été signé récemment, mais il fonctionnait même avant qu'il y ait un règlement. Et puis, la deuxième proposition, c'était la feuille de route. Elle est en suspens parce que, précisément, les questions institutionnelles ne sont pas réglées. La troisième proposition que nous avons faite, c'est la mise en place d'un cadre de discussion politique. Alors, il y a eu cette rencontre du 20 mars avec M. Barroso et avec M. Van Rompuy et la présidente du Conseil fédéral à Bruxelles. Nous aimerions vraiment qu'il y ait un cadre de discussion politique et que ce soit poursuivi, intensifié, aussi régulier que possible. Nous avons invité pour une visite en Suisse M. Barroso. M. Barroso, son cabinet a réagi de manière positive et des contacts sont en cours maintenant pour voir dans quelle mesure on peut trouver une date. La proposition de la Suisse dans le domaine institutionnel, c'est la 4e et dernière de ces propositions concrètes qui ont été faites par le Conseil fédéral depuis le début de l'année. La décision de lancer un projet en audition, c'était le 25 avril. On l'avait annoncé en disant qu'il nous faudra quelques semaines pour le faire à partir du 20 mars. C'était le 25 avril. Après, on a vraiment décidé de faire cette phase suisse, ces auditions. Encore une fois, c'est un peu spécifique à la Suisse, parce que sur un mandat de négociation, faire une audition qui donne lieu à passablement de discussions publiques, je crois qu'on doit être unique au monde. Mais enfin, c'est ça, c'est la Suisse. Nous avons donc fait cette phase d'audition au mois de mai. La proposition a été adoptée et sera envoyée donc ces jours à l'Union européenne. J'aimerais aussi rappeler ici, mesdames et messieurs, quelque chose qui nous paraît très important pour comprendre, à notre sens, le dossier et sa situation actuelle. Ce sont les conclusions, en résumé, du Conseil de l'Union européenne sur les relations avec l'Union européenne, entre la Suisse et l'Union européenne. Ces conclusions du Conseil de l'Union européenne, les dernières datent en fait de fin 2010, les prochaines seront faites précisément à la fin de cette année d'ailleurs, mais pour le moment, ces conclusions du Conseil relatives aux relations entre l'Union européenne et la Suisse, eh bien, c'est celles qui valent, c'est celles de fin 2010. Et fin 2010, on peut dire ceci de ces conclusions. Le Conseil des ministres disait que le système d'accords bilatéraux est devenu complexe, difficile à gérer et a atteint ses limites. Ça, ce n'est pas très nouveau, on l'a entendu plusieurs fois. Il ajoutait « Les questions horizontales doivent être prises en compte dans les accords Union européenne-Suisse ». Ça veut dire concrètement « Passons à une approche globale », ce que nous approuvons. Et puis après, le Conseil des ministres disait « Ces questions horizontales, donc cette approche globale, il faut qu'elle règle 4 domaines. Il faut qu'elle règle le développement dynamique du droit, il faut qu'elle règle l'interprétation homogène des accords, il faut qu'elle règle un mécanisme indépendant de surveillance et il faut qu'elle règle un mécanisme de règlement des différends. Donc, développement du droit, interprétation homogène, surveillance et règlement des différends. C'est les 4 points sur lesquels il faut une proposition si on veut pouvoir discuter, voire négocier réellement et sérieusement cette question institutionnelle ou ces questions institutionnelles. La proposition du Conseil fédéral qui va donc être envoyée est une réponse à chacun de ces 4 points. Alors on peut discuter toujours sur cette réponse, mais il y a une réponse sur ces 4 points. Nous n'irons pas en détail maintenant, puisqu'on va débuter une négociation, ou en tout cas une discussion, donc le but n'est pas d'entrer dans les détails,
Mais j'aimerais simplement vous dire ceci, pour les 4 points. Pour le développement du droit, pour le développement dynamique du droit, nous disons oui, mais dans le respect des bases constitutionnelles des partis, concrètement en 1 ou 2 mots, ça veut dire oui au dynamisme, mais pas d'automatisme. Il faut un mécanisme d'adaptation, je vous l'avais expliqué un petit peu la dernière fois, je n'y reviens pas. Deuxièmement, pour l'interprétation homogène des accords, nous disons oui. Après l'audition, nous ajoutons aussi que ce sera en mettant l'accent sur un dialogue régulier entre le tribunal fédéral et la Cour de justice de l'Union européenne. Concrètement, ça veut dire le rapprochement des jurisprudences. Ce n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui est dit clairement maintenant dans un projet complet du Conseil fédéral. Troisièmement, le mécanisme indépendant de surveillance. C'est donc, encore une fois, une demande conclusive du Conseil des ministres de l'Union européenne. Il faut un mécanisme indépendant et non supranational. En tout cas, ce n'est pas dit comme cela, de surveillance. Nous disons oui, et nous confirmons notre proposition d'autorité de surveillance indépendante avec une modification, qui est une modification qui a été prise dans le cadre de la discussion avec les cantons. Nous allons chercher un système dans le cadre duquel les cantons et la Confédération ne seront pas traités différemment. Ça, c'est une des demandes claires des cantons, et nous y avons donné suite. Quatrièmement, le mécanisme de règlement des différends, disons là aussi oui, selon notre proposition du 25 avril, avec, je le rappelle en 3 mots, les étapes du comité mixte, de la possibilité d'éventuelles mesures de compensation, si on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau du comité mixte, et de la 3e étape possible éventuelle de tribunal arbitral pour juger du côté approprié des mesures de compensation éventuelles qui auraient dû être prises si on n'avait pas réglé les choses au comité mixte. Tout cela, de manière générale, ça peut être assez théorique dans la mesure où on se met d'accord avant, mais c'est des règlements pour les cas où on devrait aller jusque-là, jusqu'à même un règlement de différend. Cette proposition va donc être remise ces prochains jours à l'Union européenne. Concrètement, elle est envoyée par lettre de la présidence du Conseil fédéral à la Commission de l'Union européenne, à M. Barroso. Elle sera également portée à la connaissance du Conseil de l'Union européenne, du président du Parlement européen, des gouvernements des États membres, et nous allons également faire toute une série de contacts qui sont déjà préparés. Nous entrons donc maintenant dans la phase de discussion avec l'Union européenne. Voilà. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous passons immédiatement à vos questions. Qui souhaite s'annoncer en premier? Première question. Monsieur Moser. Eine Frage. Das ist ja unser Angebot an die Schweiz, an die EU, wenn ich Sie richtig verstehe. Kriegen wir denn von der EU auch etwas offeriert außer Kroatien? Nous n'allons pas discuter aujourd'hui de ces éléments qui sont des éléments de négociation. Le Conseil fédéral a fait sa discussion sur la stratégie en la matière, mais vous devez comprendre, mesdames et messieurs, que nous avons été très transparents sur cette phase-là. Nous avons donné absolument tous les éléments que nous allions discuter et après que nous avons eu comme réponse de la part de la phase suisse. Mais il est évident qu'on entre dans une discussion. Cette discussion n'a pas que des éléments institutionnels. La Suisse a toujours dit qu'elle voulait rattacher également à des éléments d'ordre matériel, notamment sur des discussions en cours concernant des accords liés au marché intérieur. Je pense en particulier à la question de l'électricité. Et il est évident qu'il peut y avoir d'autres éléments. Mais là, nous souhaitons vraiment que le Conseil fédéral puisse travailler sans donner des éléments avant même le début des discussions de manière publique. D'autres questions, Madame Walser? Könnten Sie noch einmal erläutern, wie das gedacht ist mit der unabhängigen nationalen Überwachungsbehörde und was in der Vernehmlassung dagegen eingewandt wurde in der Konsultation? Alors, l'idée est la suivante. Nous avons actuellement un mécanisme de surveillance du côté de l'Union européenne et nous souhaitons dire, faisons un système à 2 piliers. Donc on ne va pas simplement dire on reprend ou on adapte ou on intègre la Suisse au mécanisme de surveillance de l'Union européenne, mais on dit clairement on fait 2 piliers. Ces 2 piliers, le Conseil fédéral souhaite les faire le plus parallèle possible. C'est-à-dire que le mécanisme de surveillance indépendant ou d'une surveillance indépendante en Suisse devrait être aussi proche que possible de ce qui existe au niveau de l'Union européenne. Mais pour la Suisse, l'Union européenne a un mécanisme en 2 étapes. La première étape
c'est la surveillance par la Commission de l'Union européenne, qui est indépendante des gouvernements, puisqu'elle n'est pas un des gouvernements, elle est indépendante des gouvernements des 27 États membres. Donc la Commission fait office de surveillance indépendante pour l'Union européenne. Si le rôle de la surveillance est de veiller à l'application des accords, si elle estime qu'il y a violation d'un accord, elle étudie le cas et elle peut prendre une décision et lancer une procédure en manquement. En général, le cas se règle parce que les choses sont modifiées dans le bon sens et puis il n'y a pas de suite. S'il doit y avoir une suite, l'autorité de surveillance du côté de l'Union européenne peut introduire une action jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne. Et à ce moment-là, la Cour de justice de l'Union européenne peut également se prononcer pour dire s'il y a ou pas violation de l'accord. Et à ce moment-là, elle ne peut pas changer la législation du pays en question, mais elle fait une pression et dans les faits, en général, les choses évoluent et la législation se modifie au bout d'un moment. Et du côté de la Suisse, nous proposons donc une autorité indépendante de surveillance qui serait l'équivalent du premier étage de l'Union européenne. Et cette autorité nationale de surveillance serait donc nommée par le Parlement avec une participation adéquate des cantons. Là, on a plusieurs systèmes envisageables dont on a déjà parlé avec les cantons, mais là, franchement, on entre trop dans les détails. Ce n'est pas le but à l'heure actuelle, mais il y a des solutions tout à fait pour cela. Et puis, cette autorité nationale de surveillance, encore une fois, c'est elle qui pourrait également se prononcer sur une éventuelle violation d'un accord. Si le fait qu'elle se prononce aboutit à faire bouger les choses et que finalement il n'y a plus de violation, le problème est réglé, si ce n'est pas réglé, elle a la possibilité d'introduire une action également au niveau de la Cour suprême suisse, c'est-à-dire le tribunal fédéral. Et après, il faudra décider quelle est exactement la possibilité du tribunal fédéral. On peut imaginer par exemple que ce soit une compétence comparable à celle de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire une compétence en fait de constatation de la violation ou non. Et à partir de là, on peut imaginer différentes solutions également. À ce stade, mesdames et messieurs, l'important est de savoir dans quelle mesure la proposition suisse répond à la problématique vue par le Conseil de l'Union européenne, qui, encore une fois, souhaitait qu'il y ait ce système de mécanisme indépendant de surveillance. Nous estimons que c'est le cas et nous voulons négocier cela et discuter cela avec l'Union européenne. Vous avez encore, je crois, demandé, mais je ne vous ai pas très bien entendu, qu'est-ce qu'il y avait comme réaction, si c'était ça. Alors, encore une fois, vous pouvez le lire. Les réactions sont assez largement sceptiques sur une autorité de surveillance qui est quelque chose de nouveau dans le système suisse. Aucune véritable alternative n'a été proposée. Et lorsqu'il s'est agi, par exemple, de discuter du principe d'une autorité de surveillance supranationale, c'était quasiment une opposition totale. Donc on peut dire que le Conseil fédéral se trouve là, l'Union européenne est certainement un peu plus loin, et l'audition, elle est là. Donc elle n'est même pas aussi loin que le Conseil fédéral sur la question de la surveillance. Mais à la fin, quand il s'est agi de dire oui ou non à ce mandat, en particulier dans les commissions, la Commission des États a soutenu assez clairement le mandat de négociation. La Commission nationale l'a soutenu, tout en hésitant même à nous proposer de supprimer l'autorité de surveillance parce qu'elle avait beaucoup, pour des raisons diverses d'ailleurs, de résistance et de scepticisme. Mais à la fin, elle s'est aussi rendue compte de ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, c'est que si la Suisse n'a pas d'idée ou de volonté de régler le problème de la surveillance, eh bien, au fond, il n'y aura pas de possibilité de discuter parce que tout un aspect important de la discussion institutionnelle concerne précisément cette problématique, qui est certainement la plus difficile. Monsieur Petignat. Oui, monsieur le conseiller fédéral, une des questions qui se posait sur l'autorité de surveillance et la transmission de ces remarques au tribunal fédéral éventuellement, c'est celle de la constitutionnalité, c'est-à-dire dans quelle mesure ces deux organismes pourraient sanctionner une loi fédérale contraire, par exemple, aux accords, et alors que précisément les chambres viennent de refuser cette disposition pour le tribunal fédéral. Alors, la position du Conseil fédéral, mais encore une fois, on va beaucoup dans les détails. Je suis d'accord encore un moment, mais après, il faut laisser la discussion se faire avec le partenaire. Mais la position du Conseil fédéral sur ce point est très claire.
Le système que nous souhaitons est un système qui doit être constitutionnel. Donc nous ne voulons pas changer la Constitution. Nous intégrons une nouvelle institution dans notre système qui est un élément nouveau, mais qui n'exige pas une modification de la Constitution. Alors vous avez raison, si le tribunal fédéral pouvait, dans le cadre de cette procédure, casser les lois fédérales, alors c'est clair que ce serait un changement fondamental de la Constitution. Ce n'est pas le cas. Donc nous cherchons une solution. Encore une fois, nous laissons ouvert un peu maintenant, parce qu'on ne peut pas partir avec un projet totalement fermé dans tous les détails, alors qu'il s'agit d'un mandat de négociation. Je ne vous présente pas un message du Conseil fédéral. Mais nous laissons ouvert la question, mais il est évident que ce ne sera pas un système dans lequel il y aurait une modification fondamentale de la Constitution. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise, là, M. Jetta? Rappelez que la solution, vous le direz vous-même, parce que je n'arrive pas à me concentrer sur des bouts de papier que je suis en train d'essayer de dire quelque chose. Mais j'aimerais juste vous dire encore une fois que cette solution que nous imaginons, on peut imaginer encore d'autres, mais qui serait celle dont j'ai parlé tout à l'heure en réponse à la question de Madame, eh bien, est tout à fait conforme à la Constitution, parce qu'il n'y a pas de possibilité dans la procédure de surveillance de casser la loi. Au contraire, c'est une procédure qui correspond exactement à la procédure en manquement, ou très très près, de manière très proche à la procédure en manquement de l'Union européenne, et c'est donc une constatation de la violation de l'accord, et pas une décision de casser la loi qui serait en violation de l'accord. Dites ce que vous vouliez dire et que vous avez écrit très bien, mais que je n'ai pas envie de lire. Monsieur le Conseiller, je voulais rappeler, puisqu'on parle beaucoup d'institutionnel ici, que la finalité de tout cet exercice, c'est la rénovation de la voie bilatérale, qui est elle-même le moyen de la préservation des intérêts de la Suisse, notamment en termes d'accès au marché sur son principal marché européen. Donc, même si ici on parle beaucoup de la mécanique institutionnelle et de référence aux conclusions du Conseil qui s'adressent à la Suisse, il s'agit encore une fois pour nous ici d'un moyen vers l'objectif qui est la défense des intérêts économiques, en particulier suisses vis-à-vis de l'Union européenne. Monsieur Berenbold. Ja, ich hätte noch die letzte Frage zum Punkt 4, also die Konfliktregelung. Wie, das habe ich im Detail auch nicht verstanden, wie das genau funktionieren soll. Wo sitzen die fremden Richter genau? Es gibt keinen fremden Richter. Müssen Sie nicht so viel Angst haben, das ist nicht so. Also, si on a un règlement des différends, ça veut dire qu'on a un problème et qu'on n'arrive pas à le régler pour le moment. Donc, on est dans une situation qu'on connaît, par exemple, dans un accord actuel, qui est l'accord de sécurité douanière, la règle des 24 heures, on l'appelle en général. Eh bien, d'abord, vous avez une première étape. Mais là, on est dans le règlement des différends, on n'est pas dans la surveillance. On a un différend, on doit le régler. Première étape, comité mixte. Ça veut dire... Komitee Mixed, gemischter Ausschuss. Dann kommen die Europäer und die Schweizer Experten und die schauen sur eine Lösung. Und die finden, das ist gut, finden nicht, dann könnte es weitergehen. Dann haben wir eine zweite Etappe und diese zweite Etappe wäre die Möglichkeit von Ausgleichsmaßnahmen. Diese Ausgleichsmaßnahmen würden dann genommen von dem Teil des Abkommens, das schätzt, dass das Abkommen nicht gut ist für sie. Und dann wird diese Maßnahmen werden dann vorgeschlagen oder genommen. Und wenn die andere Partie sagt, es sei nicht angemessen, diese Ausgleichsmaßnahmen, dann kann es zur dritten Etappe gehen. Das kennen wir noch einmal in einem Abkommen jetzt, die 24-Stunden-Regel. Und diese dritte Etappe ist eine Schlichtung. Und es gibt ein Schlichtungsgericht. Ja. Ein Schlichtungsgericht. Und der Schlichtungsgericht würde dann entscheiden, ob es angemessen ist oder nicht. Diese Frage der Angemessenheit könnte durch ein Schiedsgericht gemacht werden. Schiedsgericht kennen wir in der Schweiz, das ist eine Lösung, die wir gerne haben. Dann wird es total unabhängig, kann man sagen, entschieden und gesagt in beiden Teilen, ob es angemessen ist oder nicht. In der Realität wäre es besser, wenn man nicht so weit geht und normalerweise sollte es früher eine Lösung gefunden werden, besonders zwischen Behörden, aber dann wäre es möglich, théoriquement. Comité mixte existe alors tout le temps. Écoutez, j'aimerais bien qu'une chose soit claire. L'institutionnel existe déjà. Tous les accords pour le marché intérieur ont une partie institutionnelle.
Et tous les accords font partie, ont des comités mixtes, des solutions de ce type-là. Le grand souhait, si vous voulez, c'est qu'il n'y ait pas chaque fois une solution spécifique pour chaque accord. L'idée est d'avoir une solution horizontale. Ça, c'est quelque chose qui a été souvent discuté depuis des années. Et maintenant, la Suisse propose une solution qui nous paraît intéressante pour régler de manière définitive, une fois pour toutes, cette difficulté rencontrée depuis quelque temps de manière de plus en plus intensive. Monsieur Nufer? Ich hätte noch eine Anschlussfrage genau zu dieser Streitschlichtung. Ich sehe da die Neuerung nicht darin, weil eben schon heute, eben im Falle der 24-Stunden-Regeln, hat man genau diesen Streitlösungsmechanismus, aber die EU hat ja x-mal immer gesagt, eben genau das wollen wir nicht perpetuiert haben in einem anderen Abkommen. Das ist für Sie haben Sie damals schlecht verhandelt, dass man eben nur Ausgleichsmaßnahmen prüft und die dann noch eben angemessen sein müssten. Und Sie haben immer gesagt, nein, das wollen wir nicht als generelle Lösung. Also ich sehe da den Fortschritt nicht. Also wir sehen den Fortschritt. Also erstens wäre es für alles und nicht nur für ein Abkommen. Das ist, was neu ist. Dann wäre es wirklich eine institutionelle Lösung für die Schlichtung, für alles, was Abkommen in den Binnenmarkt anbelangt. Das ist die erste Sache. Zweite Sache, das ist eine gute Lösung. Die Schweiz ist dieser Meinung und wird diese Meinung wirklich vertreten. Drittens, die EU hat nie etwas anderes vorgeschlagen. Aber wir können schon diskutieren. Aber diese Lösung ist gut. Wir finden immer gut. Eine Schlichtung ist keine schlechte Sache, das ist eine gute Sache. Monsieur Kliva? Oui, Monsieur le Conseiller fédéral, dans votre approche, on voit une approche très souverainiste avec un tribunal arbitral, des instances nationales. Il y a peu de supranational, comme on dit, ce que souhaite plutôt l'Union européenne. Vous n'avez pas peur qu'il y ait une fin de non-recevoir? Et si tel devait être le cas, quel est le plan B? Bon, ben là, on peut retourner le disque. Vous avez déjà posé la question il y a quelques temps, le 25 avril, je crois que c'était la même qui est venue, peut-être pas de vous, mais... Donc, je vous redis encore une fois, il n'y a pas de plan B. Nous sommes dans cette phase où la Suisse essaye de trouver une solution à la problématique institutionnelle de manière proactive. Elle a dit qu'elle le ferait, elle le fait. Elle a dit ce qu'elle a fait et elle fait ce qu'elle dit. Et puis, pour le reste, je vous redis encore une fois qu'on entre dans une discussion. Nous estimons que cette proposition vaut la peine de discuter, qu'elle a des éléments substantiels. Vous avez raison que la question supranationale est quelque chose qui ne nous plaît pas. Et vous avez raison également de dire que ça va être un problème délicat. L'audition a montré en fait qu'il n'y avait aucun soutien pour la question supranationale. Donc l'audition est claire sur ce sujet. Monsieur Davis? En rebondissant sur les questions des instances supranationales ou nationales, quelle est le garantie que cette instance de surveillance suisse soit équivalente à la surveillance dans l'Union européenne? Disons, la surveillance faite par des Suisses sera certainement assez bonne sur la question relative à la Suisse. Et je pense même qu'elle sera meilleure que si ce sont des personnes pour qui appliquer leurs droits à eux. Mais pour appliquer leurs droits enfin, c'est ça que je veux dire. Oui, mais encore une fois, il s'agit de surveiller l'application d'accords qui sont des accords relatifs au marché intérieur. Donc, l'intégration de la Suisse au marché intérieur, qui est pour nous décisive, en effet, très importante pour le plan économique, qui a bien fonctionné, qui est intéressante aussi pour l'Union européenne, et peut-être surtout dans ces temps où il n'est pas forcément mauvais d'avoir un pays qui fonctionne relativement bien. Donc, dans cette situation-là, il s'agit simplement de surveiller sur le côté de l'Union européenne et en Suisse l'application de l'accord. Où il y aurait un problème, c'est si on n'appliquait pas la même chose. Et c'est pourquoi il y a l'interprétation du droit, qui est un des 4 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, et c'est pourquoi il y a un rapprochement des jurisprudences, et c'est pourquoi il y a un dialogue entre le tribunal fédéral et la Cour de justice de l'Union européenne, et la boucle est bouclée. Monsieur Potignan? Oui, une des questions, c'est le mode de négociation qui sera entamé. On sentait du côté européen qu'on voulait d'abord discuter de l'institutionnel en tant que tel et non pas le lier aux négociations sur un accord. Or, ici, dans votre communiqué, vous semblez dire qu'on pourrait négocier parallèlement le contenu de votre proposition avec de l'institutionnel, avec parallèlement l'accord sur l'électricité.
Est-ce que c'est la démarche que vous entendez reproposer une nouvelle fois, puisque, si je crois, votre première démarche avait échoué dans ce sens-là avec l'Union européenne? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a envoyé la feuille de route, on a déjà évoqué cela. Et en effet, à ce moment-là, on a dit non, il faut d'abord parler de l'institutionnel. C'était en février. En mars, on a eu la discussion directe avec M. Barroso. Et avec M. Barroso, à la fin de la discussion, il a été dit au fond, est-ce qu'on veut uniquement parler de l'institutionnel ou est-ce qu'on veut parallèlement avancer également sur le matériel dans la mesure où on a un accord qui est en discussion sur ce point et pour lequel il faut trouver une solution institutionnelle. Et c'est assez logique de penser que dans ce climat où on veut de l'institutionnel horizontal, on ne va pas trouver une solution à un accord actuel en cours différente de la solution horizontale qu'on cherche. Donc, on peut faire l'un ou l'autre, ça revient au même. C'est-à-dire, soit vous parlez que de l'institutionnel, soit vous parlez en parallèle de l'accord énergie et l'électricité, pour être plus précis, actuel, et vous réglez également la question institutionnelle dans l'accord électricité de manière congruente avec la dimension horizontale. Et c'est ce que nous avons proposé, et de manière à ne pas donner l'impression que c'était ça et rien d'autre, nous avons fait les principes généraux et la déclinaison, à titre d'exemple, mais exemple qui tombe bien puisque c'est nécessaire maintenant, dans la question de l'accord électricité. Et à la fin de la discussion, M. Barroso nous avait clairement dit, au fond c'est vrai, on peut faire les deux en même temps. Mais nous voulons, a-t-il toujours dit, qu'on règle cette question institutionnelle. Donc on peut la régler en parallèle de quelque chose de concret ou bien rester dans l'abstrait. Nous préférons un peu de concret dans l'abstrait, c'est meilleur. Et on a décidé de travailler comme cela. Et ça nous paraît en plus assez intelligent parce que ça avance. Et si les parties voulaient conclure l'accord sur l'électricité, elles seraient certainement heureuses d'avoir une solution pour l'institutionnel. Monsieur Burkhardt? Die SP-Fraktion hat am Dienstag ein neues Positionspapier zu Europa verabschiedet und darin schreibt die SP, dass sie diese Vorschläge ganz klar ablehnt, die wesentlichen Teile davon, stellt auch den bilateralen Weg in Frage. Die SVP lehnt die Vorschläge auch ab, also die beiden großen Parteien müssten sie ja nicht gleich die Vorschläge einpacken. Nein. So nicht, das hat ja keine Chance in der Schweiz. Es ist ein Mandat, ein Verhandlungsmandat. Es wird jetzt diskutiert, hoffentlich verhandelt und gleichzeitig hoffentlich ein gutes Ergebnis gefunden. Parteien haben eine Rolle, der Bundesrat hat eine Rolle. Machen wir jeder seine Rolle so gut wie möglich. Y a-t-il encore une question? Et ce n'est plus... Ah oui, Monsieur Schmidt. Ja, nimmt mich jetzt doch noch Wunder. Der Vorschlag einer nationalen Überwachungsbehörde ist ja doch ziemlich mutig angesichts der Haltung der EU, die klar sagt, das ist überhaupt nicht in ihrem Sinne. Das hat auch der EU-Botschafter gesagt. Wie schlimm wäre es denn, wenn die EU gar nicht verhandeln möchte? Man könnte ja auch ein bisschen den Eindruck haben, dem Bundesrat käme das Ganze sogar noch gelegen. Ja, also jetzt noch einmal. Jetzt haben wir diesen Zustand. Wir werden sehen, was passiert. Aber der Bundesrat will nicht weitergehen. Heute ist es sehr offen. Wir sagen alles, was gekommen ist von der Anhörung. Aber Sie müssen verstehen, dass wir nicht wollen alles sagen, was wir dann machen in jedem Fall. Es ist jetzt eine Möglichkeit, dass es eine Verhandlung gibt. Dann muss man den Bundesrat etwas Manöverraum lassen. Sogar wenn die Parteien, sehr viele Parteien, eine Pressekonferenz machen darüber. Aber wir brauchen diese Möglichkeit jetzt zu diskutieren und zu verhandeln, das wollen wir. Jetzt haben wir diese proaktive Vorschläge deponiert, schauen wir, was die EU sagt, offiziell. Und dann diskutieren wir noch einmal, es gibt auch eine Einladung konkret für Herrn Barroso. Wir sind bereit zu diskutieren, das in der Schweiz oder in Brüssel. Die letzte Frage, Herr Burkhardt. Darf man trotzdem nachfragen? Also bieten Sie in anderen Dossiers der EU zusätzlich noch etwas an oder fordern Sie etwas von der EU oder beides? Es ist schon möglich, aber noch einmal, jetzt wird es nicht darüber heute diskutiert. Es wird schon Zeit, einmal darüber zu diskutieren. Aber jetzt ist es der Zustand, wo wir über diese institutionellen Vorschläge also das deponieren und nicht anders. Aber dann wird parallel auch diskutiert. Wie gesagt, es gibt auch materielle Diskussionen über viele Abkommen oder ein Teil von denen. Und das ist wichtig, dass man das Ganze koordiniert. Das ist ganz klar. Das ist nicht das Thema der Pressekonferenz. Y a-t-il encore une dernière question? Ça n'est plus le cas cette fois. Donc je vous remercie, vous souhaite un excellent après-midi et un très bon week-end.